À 11h23, le 19 septembre 1944, le soldat de première classe Walter Kowalski s'accroupit dans la tourelle de son char M4 Sherman, près d'Arahort en France, tandis que 3 Panzer IV allemands se rapprochaient à 800 à Kalirotelandre. Ses mains tremblaient. Le chargeur devant lui avait été tué 2 jours plus tôt, lorsqu'un obus de Panzer avait traversé leur tourelle. Walter était un renfort, un mécanicien. Il n'avait chargé exactement que 4 obus d'entraînement dans toute sa vie avant ce moment. Le tireur à côté de lui criait quelque chose à propos de la vitesse de rotation. Le chef de char au-dessus hurlait des coordonnées. Le conducteur reculait vers une haie. Et Walter devait insérer vite l'obus de 75 mm dans la culasse. Il saisit le premier obus sur le râtelier de munitions, 38 Elbad d'explosifs. Ses mains étaient luisantes de sueur et d'huile. La méthode appropriée était marteler à tous les chargeurs à Fort Knox, prendre l'obus né en avant, aligner la base en laiton, avec la culasse enfoncée jusqu'au fond se dégager. Toute la séquence prenait 4 secondes si vous étiez bon. 5 si vous étiez nerveux. Walter avait regardé des chargeurs travailler. Il faisait toujours face à la culasse. Mais Walter était gaucher et la tourelle du Sherman était exiguë. Ça comptait. Lorsqu'il se tourna pour faire face correctement à la culasse, son coude gauche heurta l'épaule du tireur. Le tireur le poussa violemment. L'obus faillit lui glisser des mains. Le chef de char hurlait maintenant. Les Panzer étaient à 600 yatéanzai. Walter fit quelque chose que aucun manuel d'entraînement ne suggérait. Il tourna le dos à la culasse, glissa la main derrière lui, chercha l'ouverture de la culasse avec la main gauche, pendant que la droite tenait la base de l'obus. Ses doigts trouvèrent le rebord de la culasse. Il guida le nez vers l'arrière dont la chambre poussa fort. Le mécanisme de culasse s'enclencha et claqua. Le tireur fit feu sans un mot. Le recul projetait métal chaud et fumée vers l'arrière. Cela lui brûla le cou. Il s'en fichait. Il tendait déjà la main pour le suivant. Même mouvement. Dos tourné. Main gauche guidant. Main droite enfonçant. 3 secondes. La culasse se referma. Le canon tira. Les oreillers de Walter bourdonnaient. La poudre lui brûlait la gorge. 3e obus. Même méthode arrière. 2 secondes et demie. 4e obus. 2 secondes pile. La voix du chef de char perça le fracas, 4 impacts, 4 destructions, 6 minutes de combat. Les chars allemands brûlaient dans un champ à 400 hectares. L'équipage se tut. Walter resta là le dos encore tourné vers la culasse, les mains noires de résidus de poudre. Le tireur le fixait. Le chef de char descendit de sa trappe et regarda Walter comme s'il lui avait poussé une seconde tête. Personne ne chargeait un canon de 75 mm à l'envers. Cela violait tous les protocoles de sécurité, toutes les procédures d'entraînement, tous les manuels écrits depuis 1942. Mais ça fonctionna. Et à cet instant, Walter comprit quelque chose que les instructeurs de Fort Knox n'avaient jamais envisagé. Ce qui suivit allait changer la façon dont chaque équipage de Sherman de la 3e armée chargeait leurs canons. Le M4 Sherman, dans lequel servait Walter Kowalski, n'avait pas été conçu pour affronter les Panzer tête à tête. Il avait été dessiné, en 1941, pour soutenir l'infanterie percée, des lignes défensives, être fiable, facile à produire et simple à réparer. L'armée américaine en construisit 49 000 entre 1942 et 1945. C'étaient de bons chars, mais ils n'avaient pas été faits pour dueler les Panzer. Le problème venait du canon. Le canon de 75 mm du Sherman pouvait pénétrer 3 N d'acier à 500 ilagede. C'était suffisant pour détruire un Panzer III. Ce n'était pas suffisant pour abattre un Panzer IV de face et encore moins pour traverser l'avant d'un Panther ou d'un Tiger. Les concepteurs allemands le savaient. Fin 1943, chaque Panzer sorti d'usine avait un blindage frontal capable d'arrêter un obus de Sherman à portée de combat.
L'avantage du Sherman devait être la vitesse, la mobilité, les effectifs. La doctrine américaine disait que 5 Sherman pouvaient submerger un Panzer par manœuvre et tir d'enfilade. Les chiffres fonctionnaient sur le papier. En réalité, cela signifiait que 4 équipages de Sherman sur 5 mouraient en essayant de se mettre en position pour ce tir d'enfilade. Les équipages appelaient cela le taux de perte. Pour chaque char allemand détruit en France pendant l'été 1944, les Alliés perdaient 4 Shermans, parfois 5. À Villers-Bocage en juin, un seul Tiger détruisit 25 chars alliés en 15 minutes. À Goodwood, en juillet, des unités blindées britanniques perdirent 200 Shermans en une journée, en tentant de percer les lignes allemandes au sud de Caen. Les équipages connaissaient les probabilités. Chaque tankiste en France avait vu des Sherman calcinés le long des routes. Ils avaient retiré des hommes blessés des tourelles. Ils avaient vu des chars blow up quand des obus de Panzer enflammaient les munitions stockées à l'intérieur. Un tir direct dans la tourelle d'un Sherman tuait d'abord le chargeur. Il était assis juste à côté du râtelier où étaient entreposés 20 obus. Quand ces obus détonaient, il ne restait plus rien à enterrer. Les chefs de chars américains essayèrent tout pour équilibrer les chances. Ils ajoutèrent des sacs de sable sur le glacis. Ils soudèrent des maillons de chenilles de rechange sur la tourelle. Certains équipages peignirent leurs chars avec des marquages supplémentaires pour ressembler à des véhicules de commandement, en espérant que les Allemands gaspilleraient des tirs sur des leurs. Rien de tout cela n'y changea grand-chose. Les canons des Sherman ne pouvaient toujours pas traverser le blindage frontal des Panzer. Et dans un duel, le char qui tirait le premier gagnait généralement. Cela signifiait que la vitesse comptait, la cadence de tir comptait. Un équipage de Sherman capable de charger et de tirer plus vite qu'un équipage de Panzer avait une chance. Pas une grande chance, mais une chance. Le temps de chargement standard pour un canon de 75 mm du Sherman était de 4 à 5 secondes par coup. Cela incluait saisir l'obus sur le râtelier, se tourner pour faire face à la culasse, aligner l'obus, l'enfoncer et se dégager pour que le tireur puisse faire feu. Les chargeurs allemands d'un Panzer IV pouvaient égaler ce temps. Les équipages de Panther étaient un peu plus lents parce que leurs obus étaient mal plus lourds. Mais le canon du Panther pouvait tuer un Sherman à 2 fois la distance, donc la vitesse comptait moins. Les écoles blindées américaines entraînèrent les chargeurs à la méthode standard pendant des semaines, faire face à la culasse 2 mains sur l'obus enfoncé droit vers l'avant. Le mouvement avait été conçu pour être surreproductible et efficace. Il fonctionnait très bien sur un champ de tir à Fort Knox où le char ne bougeait pas et où personne ne tirait dessus. Mais il y avait un problème auquel personne à Fort Knox n'avait pensé. Que se passait-il lorsque le chargeur était gaucher? Walter Kowalski faisait partie des 3000 chargeurs gauchers de la 3e armée. Personne n'a jamais suivi ce chiffre officiellement. Personne ne pensait que cela avait de l'importance. À Fort Knox, les instructeurs n'enseignaient qu'une seule méthode de chargement. Faites face à la culasse, saisissez l'obus à 2 mains, enfoncez vers l'avant. Si vous étiez gaucher, on vous apprenait à le faire de la main droite. C'était la règle. Dans un char immobile sur un champ de tir, cette règle fonctionnait bien. En combat, elle tuait des hommes. L'intérieur d'une tourelle de M4 Sherman mesurait 7 FAT de large à son point le plus large. Le chargeur se tenait du côté droit du canon. Le tireur était assis à gauche. Le chef de char se tenait derrière et au-dessus des deux. Quand le canon tirait, il reculait de 18 tonnes vers l'arrière. Quand la tourelle pivotait pour suivre une cible, tout se déplaçait à l'intérieur. L'espace était réduit. Chaque mouvement comptait. Un chargeur droitier pouvait saisir un obus sur le râtelier, pivoter en douceur vers la culasse et charger sans heurter le tireur. Son bras droit s'alignait naturellement avec l'ouverture de la culasse. Sa main gauche soutenait le poids de l'obus.
Le mouvement était fluide, efficace, sûr. Un chargeur gaucher faisait face au problème inverse. Pour utiliser la méthode standard, il devait saisir l'obus avec sa main droite, plus faible en avant. Sa main gauche, plus forte, ne pouvait que soutenir par derrière. Quand il pivotait vers la culasse, son coude gauche décrivait un grand écart. Dans la tourelle exiguë, ce coude heurtait à chaque fois l'épaule du tireur, la roue de rotation ou le support radio. Le résultat était des temps de chargement plus lents. Les chargeurs gauchers mettaient en moyenne 5 à 6 secondes par coup au lieu de 4. À l'entraînement, les instructeurs jugeaient cela acceptable. Au combat, ces 2 secondes supplémentaires signifièrent la mort. À Haraucourt, à la mi-septembre 1944, la 4e division blindée perdit 18 Sherman dans les 2 premiers jours de combat. La plupart furent touchés avant de pouvoir tirer un 3e coup. Les rapports après action notèrent « Plusieurs chargeurs ont été tués en luttant avec le mécanisme de culasse. » Un chef de char rapporta « Mon chargeur gaucher a laissé tomber un obus en plein combat. Le retard leur coûta 8 secondes. Un obus de Panzer a frappé notre tourelle avant que nous puissions tirer. » Le chargeur mourut instantanément. Le tireur perdit les 2 jambes. Le problème était plus profond que la seule question des chargeurs gauchers. Même les droitiers rencontrèrent des difficultés avec la méthode standard lorsque le char était en mouvement. Les Sherman n'avaient aucun système de stabilisation pour le canon. Quand le char roulait sur un terrain accidenté, la tourelle tremblait, la culasse oscillait. Les chargeurs devaient synchroniser leur mouvement avec le balancement du canon. Tenter d'enfoncer un obus de 38 Lalvit dans une culasse mobile debout, dans une tourelle qui secoue sous le feu ennemi, exigeait une coordination parfaite. La plupart des chargeurs se stabilisaient en agrippant le rebord de la culasse d'une main pendant qu'ils chargèrent de l'autre. Cela fonctionnait, mais cela signifiait n'utiliser qu'une main pour contrôler l'obus. Un obus de 75 mm pesait 38 Labid. Le chargement à une main était lent et dangereux. Les obus glissaient parfois. Quand un chargeur laissait tomber un obus en combat, il fallait 10 à 15 secondes pour le récupérer. À ce moment-là, le Panzer avait déjà tiré. Les chefs de char le savaient. Ils regardèrent leurs chargeurs se débattre. Ils voyaient de bons hommes mourir parce que le chargement prenait trop de temps. Certains commandants tentaient d'aider coordonnées prêtes. D'autres essayaient de positionner leurs chars pour donner plus de temps aux chargeurs. Mais il n'existait pas de solution officielle. Le manuel d'entraînement disait « Faites face à la culasse et enfoncez l'obus vers l'avant ». C'était la méthode. La changer allait à l'encontre des règlements. Ce que personne n'avait réalisé, c'est que la solution avait toujours été là. Elle exigeait seulement de rompre toutes les règles du manuel. Walter Kowalski découvrit sa méthode de chargement à l'envers, par accident et par désespoir. Le 17 septembre 1944, 2 jours avant le combat qui allait le rendre célèbre, le char de Walter fut touché lors d'un accrochage près de Rache. Un obus de Panzer frappa leur glacis frontal en biais et se dévia vers le haut. Il ne pénétra pas, mais l'impact projeta Walter contre la paroi de la tourelle. Il heurta son épaule droite assez fort pour la déboîter. Le médecin du bataillon la remit en place d'un coup. « Tu es fini, soldat. C'est terminé pour toi. » Un chargeur avec un bras droit endommagé était inutile. La méthode standard exigeait la coordination des 2 bras. Walter ne pouvait pas lever 38 Lattlebut avec son bras droit. Il pouvait à peine le bouger. Mais la 4e division blindée manquait de 12 chars pour être au complet. Le régiment avait perdu 36 chargeurs la semaine précédente. Il n'y avait pas de remplaçant disponible. Le chef de char, le sergent Raymond Miller, prit une décision. « Tu restes avec nous, Walter. On trouvera une solution. »
Le lendemain matin, le 18 septembre, ils essuyèrent des tirs depuis des positions allemandes à l'est d'Araor. 3 Panzer IV apparurent dans le brouillard matinal à 900 yards. Feu sur la cible, ordonna le sergent Miller. Walter tendit la main gauche vers le premier obus. Son bras droit pendait inutile sur le côté. Il essaya la méthode standard, fit face à la culasse, tenta de soulever l'obus des deux mains. Son épaule droite hurla. L'obus pencha commença à glisser. Le tireur criait « Dépêche-toi, bon sang! Les Panzers approchaient! 800 yards maintenant! » Walter prit une décision née de la panique pure. Il tourna le dos à la culasse, tendit la main gauche derrière lui cherchant l'ouverture, comme un aveugle tâtonnant pour une poignée de porte. Ses doigts touchèrent le rebord brûlant du métal. Il guida le nez de l'obus en arrière dans la chambre, utilisa son bras gauche pour l'enfoncer à fond. Le mouvement semblait faux, inversé, dangereux. Le mécanisme de culasse accrocha l'obus et claqua violemment. Le tireur tira. Le souffle du recul frappa le dos de Walter. La chaleur traversa son uniforme. Il sentit l'odeur du tissu et de la peau brûlée, mais l'obus était chargé. 3 secondes et demie. Il attrapa le suivant. Même mouvement. Dos tourné main gauche pour guider bras gauche pour enfoncer. 3 secondes. Le canon tonna à nouveau. Les Panzers ripostaient maintenant. Les obus hurlaient autour de la tourelle. Walter ne s'arrêta pas. 4e obus. 5e obus. Son bras gauche brûlait d'effort. Ses muscles semblèrent se déchirer, mais il continua à charger. L'affrontement dura 4 minutes. Ils tirèrent 9 obus, touchèrent 2 Panzers. Le 3e se replia derrière une lisière d'arbres. Quand le feu cessa, le dos de Walter était couvert de brûlures de poudre. Son bras gauche tremblait d'épuisement. Le droit pendait toujours inerte. Le sergent Miller descendit de sa position et le fixa. Le tireur le regardait aussi. Personne ne parla pendant un long moment. Puis le sergent demanda simplement. C'était à quelle vitesse ça, Walter n'en savait rien. Il n'avait pas compté. Le tireur lui avait compté. 3 secondes, par chargement parfois moins. C'était plus rapide que leurs précédents chargeurs. Plus rapide que quiconque dans leur peloton. Peut-être plus rapide que n'importe qui dans le bataillon. Miller dit à Walter, « Continue à faire exactement ce que tu viens de faire. Peu importe à quoi ça ressemble, ça marche. » Mais cela violait chaque règle de sécurité du manuel. La méthode de chargement à l'envers fonctionnait à cause de 3 facteurs que le manuel de l'armée n'avait jamais envisagés, le levier, l'espace et le mouvement naturel. Quand un chargeur faisait face à la culasse avec la méthode standard, il devait tendre les 2 bras en avant pour pousser l'obus. Cela signifiait pousser contre 38 L-batted de poids avec les bras tendus, la position de levier la plus faible possible. C'est comme essayer d'ouvrir une porte coincée avec le bout des doigts au lieu de l'épaule. Quand Walter tourna le dos à la culasse, il changea complètement la physique. Au lieu de pousser l'obus vers l'avant avec les bras tendus, il le propulsait en arrière avec le bras plié, le poids du corps derrière lui. Le mouvement ressemblait à un coup de poing, lancé en arrière court, puissant, efficace. Son bras gauche ne bougeait que sur 12 in, au lieu de 24, et il utilisait ses muscles d'épaule et de dos, au lieu de seulement ses triceps. Résultat, un chargement plus rapide avec moins d'effort. Ce qui prenait 4 secondes face à la culasse prenait 3 secondes, dos tourné parfois moins. Le deuxième avantage, c'était l'espace. Une tourelle de Sherman était étroite. Quand un chargeur faisait face à la culasse, son corps occupait près de 60 cm de largeur. Ses coudes dépassaient. Ses épaules étaient perpendiculaires au canon. Dans cette position, il heurtait sans cesse le tireur ou le mécanisme de rotation. Chaque collision coûtait du temps. Parfois, elle faisait tomber l'obus. Quand Walter tournait le dos, son profil se rétrécissait. Ses épaules s'alignaient parallèlement au canon, au lieu d'être perpendiculaires. Il n'occupait plus qu'une trentaine de centimètres d'espace.
Le tireur pouvait travailler sans recevoir de coups de coude. Le chef de char pouvait se pencher sans heurter la tête de Walter. Tout l'équipage gagnait de la place pour manœuvrer. Le troisième avantage était le mouvement naturel. Les chargeurs droitiers apprenaient à mener avec la main droite parce qu'elle était dominante logique. Mais dans la tourelle exiguë, cela les forçait à tordre le torse vers la gauche tout en atteignant de la droite. Le geste était maladroit, demandait une coordination consciente. Sous stress, quand l'adrénaline et la peur dominaient cette coordination, s'effondraient. Les chargeurs s'en mêlaient, laissaient tomber les obus, perdèrent des secondes vitales. Les gauchers avaient pire, ils devaient mener avec leurs mains faibles. Chaque mouvement allait à l'encontre de leurs réflexes naturels. La méthode inversée de Walter éliminait ce problème. Il atteignait derrière lui, avec sa main dominante, la gauche. Le mouvement était naturel instinctif. Il ne nécessitait pas de réfléchir. Sous le feu, quand son cerveau hurlait et que ses mains tremblaient, la mémoire musculaire prenait le relais. Sa main gauche savait où se trouvait la culasse, sans regarder, pouvait sentir l'ouverture guider l'obus. C'était plus rapide, plus fiable, et cela fonctionnait pour les droitiers et les gauchers. Un chargeur droitier pouvait employer le même mouvement inversé en menant simplement avec la main droite. La méthode avait un seul défaut, elle violait toutes les règles de sécurité écrites pour l'utilisation des chars Sherman. Et cela signifiait que Walter ne pouvait pas l'enseigner à qui que ce soit, sans risquer une cour martiale. Les règlements officiels de l'armée pour l'artillerie des chars. Manual technique 9-731A était explicite. Les chargeurs doivent faire face à la culasse en tout temps. Ils doivent garder un contact visuel avec l'obus pendant le chargement. Ils doivent utiliser les deux mains en mouvement coordonné. Ils doivent se dégager de la trajectoire du recul après le chargement. Tourner le dos à un canon de 60 mm violait les 4 règles à la fois. Ces règlements existaient pour de bonnes raisons. Un chargeur qui ne voyait pas la culasse pouvait mal aligner l'obus. Un obus mal inséré pouvait bloquer le mécanisme. Une culasse bloquée en combat signifiait un char mort. Le manuel citait 3 cas documentés en Afrique du Nord où de mauvaises techniques de chargement avaient provoqué des défaillances catastrophiques. Dans l'un d'eux, l'explosion tua tout l'équipage. Le sergent Miller connaissait les règlements, mais il savait aussi que la méthode de Walter fonctionnait. Après l'affrontement du 18 septembre, Miller fit un choix: signaler la violation et perdre son meilleur chargeur ou se taire et gagner des combats. Il se tut. Le 19 septembre, lors de l'engagement qui ouvre cette histoire, l'équipage de Walter détruisit 4 Panzers en 6 minutes grâce à la méthode de chargement inversé. Les autres commandants de chars le remarquèrent. Quand votre bataillon perd 2 chars pour chaque ennemi détruit, vous prêtez attention à tout équipage qui inverse ces chiffres. Le 20 septembre, 3 autres chargeurs du bataillon essayaient déjà la technique de Walter. Le 21, ils étaient 8. Aucun n'avait demandé la permission. Ils se mettaient simplement à tourner le dos à la culasse pendant le combat, et ils survivaient. Les résultats étaient impossibles à ignorer. Les chars utilisant la méthode de chargement inversé tiraient 9 à 10 obus par affrontement contre 6 ou 7 auparavant. Ils obtenaient des coups au but avant que les Panzers puissent riposter. Le taux de survie des équipages bondit. Le rapport de perte de la 4e division blindée passa de 4-1 contre eux à presque l'équilibre. Mais la méthode se répandait en silence à travers des conversations chuchotées et des démonstrations rapides derrière les hangars d'entretien. Aucune instruction écrite, aucune formation officielle, juste des chargeurs s'enseignant entre eux une technique qui pouvait leur valoir une cour martiale si un officier la remarquait. Le lieutenant-colonel Creighton Abrams la remarqua. Abrams commandait le 37e bataillon de chars. Il avait 30 ans et était déjà connu pour ses tactiques agressives.
C'est lui qui mènerait plus tard la colonne blindée qui briserait l'encerclement de Bastogne pendant la bataille des Ardennes et qui deviendrait plus tard chef d'état-major de l'armée. Mais en septembre 1944, il n'était qu'un commandant de bataillon, essayant de garder ses hommes en vie. Le 23 septembre, Abrams observait un exercice d'entraînement lorsqu'il vit un chargeur tourner le dos à la culasse. Le chargeur compléta le mouvement en moins de 3 secondes. Abrams interrompit immédiatement l'exercice. « Stop, sortez de là, expliquez-moi ce que vous venez de faire. » Le sergent Miller s'avança. Il parla de Walter de la méthode inversée des résultats des taux de survie. Abrams écouta sans l'interrompre. Quand Miller eut terminé, Abrams posa une seule question. « Est-ce que ça marche mieux que ce que dit le manuel Miller ?» répondit « Oui, mon colonel. » 2 secondes de moins par obus en moyenne. Plus de précision sous le feu, moins d'obus échappés. Meilleure coordination dans les tourelles exiguës. Abrams resta silencieux pendant 30 secondes. Chaque tankiste du terrain d'exercice observait se demandant si Miller et Walter allaient être punis pour avoir enfreint les règlements. Puis Abrams prit une décision qui allait changer la manière de combattre des équipages américains pour le reste de la guerre. Il ordonna à tous les chargeurs de son bataillon d'apprendre immédiatement la méthode inversée. Il se moquait du manuel. Ce qui comptait, c'était les ratios de destruction et la survie des équipages. Si tourner le dos à un canon de 75 mm permettait à ces hommes de vivre, alors ce serait la nouvelle norme. En moins de 48 heures, le 37e bataillon de chars formait chaque nouveau chargeur à la technique de Walter. Abrams fit venir Walter pour démontrer les gestes étape par étape. Il fit pratiquer les chargeurs expérimentés jusqu'à ce qu'ils atteignent les 3 secondes de Walter. L'instruction restait informelle, pas de documentation, pas de modification officielle des procédures, juste une méthode efficace. Au 1er octobre, 90% des chargeurs du 37e bataillon utilisaient la méthode inversée en combat. Leur temps moyen d'engagement passa de 12 à 8 minutes. Leur ratio de destruction devint supérieur à 1 pour 1. Ils perdèrent moins de chars, détruisirent plus de Panzers et rentrèrent vivants. Les autres commandants de bataillon de la 4e division blindée le remarquèrent. Ils demandèrent à Abrams ce qu'il faisait différemment. Il leur expliqua. Certains adoptèrent la méthode aussitôt, d'autres résistèrent. Le manuel était le manuel. Modifier les procédures sans autorisation du commandement supérieur restait passible de sanctions. Mais le général George S. Patton commandait la 3e armée, et Patton ne se souciait que de 2 choses, la vitesse et les résultats. Quand son état-major lui montra les rapports après action de la 4e division blindée, Patton posa une seule question. Pourquoi tous mes chargeurs ne font-ils pas ça? Le 7 octobre 1944, Patton visita le quartier général de la 4e division blindée. Il observa Walter démontrer la méthode. Il regarda 3 autres chargeurs la reproduire. Il sortit son propre chronomètre 3 secondes, 2 8 secondes, 2 9 secondes. Patton se tourna vers son chef d'état-major et donna un ordre direct. Chaque bataillon de chars de la 3e armée adoptera cette méthode immédiatement. Tout commandant qui refusera sera relevé. Tout officier qui traduira un chargeur en cour martiale pour avoir utilisé la technique inversée répondra de ses actes devant moi. La 3e armée comptait 11 divisions blindées, soit environ 4000 chars Sherman. En 2 semaines, la méthode de chargement à l'envers devint la pratique standard dans toute l'armée américaine. Les officiers instructeurs la démontrèrent aux équipages de remplacement. Les chargeurs vétérans l'enseignèrent aux nouvelles recrues. La technique se propagea de bataillon en bataillon, cette fois par des canaux officiels, plus de chuchotements, plus de démonstrations secrètes derrière les hangars. Une adoption ouverte assumée. Les résultats furent mesurables. Entre octobre et décembre 1944, le ratio de perte de chars de la 3e armée passa de 3-2
contre 1 à 1-4 contre 1. Les équipages de Sherman détruisaient les blindés allemands plus vite que les Allemands ne pouvaient les remplacer. Le taux de survie des équipages augmenta de 18%. La méthode de chargement inversé n'était pas la seule raison, mais elle fut un facteur déterminant. La 1e et la 9e armée prirent note. En janvier 1945, les chargeurs de tout le théâtre européen tournèrent le dos à la culasse. La technique atteignit le Pacifique en mars. Les équipages de chars combattants à Okinawa utilisèrent la même méthode que Walter avait découverte par accident en France. L'armée ne modifia jamais officiellement le manuel technique 9-731A. Les règlements indiquaient toujours que les chargeurs devaient faire face à la culasse, mais tous les commandants expérimentés savaient mieux. Le manuel, c'était la théorie. La méthode de Walter, c'était la survie. Quand la guerre prit fin, en mai 1945, des dizaines de milliers de chargeurs de Sherman avaient utilisé la technique de Walter Kowalski. On ne saura jamais combien de vies elle sauva, mais les statistiques suggèrent que ce fut considérable. Et ce qui arriva à Walter explique tout ce qu'il faut savoir sur la façon dont l'armée reconnaissait les solutions non conventionnelles. Walter Kowalski ne reçut aucune médaille pour avoir inventé la méthode de chargement inversé. Aucune citation, aucune reconnaissance officielle. L'armée ne décore pas ceux qui violent les règlements, même quand ces violations sauvent des vies. Il reçut toutefois une promotion. Le 15 octobre 1944, le sergent Miller recommanda Walter au grade de caporal. La promotion fut acceptée. Walter passa le reste de la guerre comme chargeur de chars au 37e bataillon blindé. Il survécut à 14 autres combats entre octobre et mai. Son char fut touché 3 fois. Il s'en sortit à chaque fois. Son équipage détruisit 23 chars allemands entre septembre 1944 et mai 1945. Walter chargea chaque obus utilisant sa méthode inversée à chaque tir. À la fin de la guerre, il pouvait charger un obus de 75 mm en 2-3 secondes, les yeux bandés. Ses mains connaissaient le geste si parfaitement que la pensée consciente n'était plus nécessaire. Après la guerre, Walter rentra à Detroit et reprit son travail de mécanicien à l'usine Ford River Rouge. Il se maria en 1947, eut 3 enfants, travailla 41 années chez Ford, avant de prendre sa retraite en 1986. Il parlait rarement de la guerre comme la plupart des vétérans. Mais la technique qu'il avait inventée continua de sauver des vies, bien après son retour. Pendant la guerre de Corée, les équipages américains, utilisant des Sherman modifiés contre les T-34 nord-coréens, furent entraînés à la méthode inversée à Fort Knox avant leur déploiement. Les rapports de combat de la 1re division de Marines soulignèrent que la vitesse de chargement était cruciale dans les duels de chars rapprochés autour du périmètre de Busan. La technique de Walter donnait un avantage mesurable de 2 luttes secondes, par rechargement contre 4 secondes pour les Nord-Coréens. Au Vietnam, les derniers Sherman encore en service furent employés par l'armée sud-vietnamienne. Les chars étaient obsolètes, mais les principes de chargement, eux, ne l'étaient pas. Les équipages des M48 Patton adaptèrent la méthode à leurs canons de 90 mm. Le geste restait le même. Tourne le dos, cherche la culasse, pousse l'obus. La physique ne change pas simplement parce que le canon est plus grand. Même après l'apparition des chargeurs automatiques dans les années 1970, des variantes de la méthode de Walter restèrent pertinentes. Le M1 Abrams possède un système semi-automatique, mais le chargeur humain manipule encore les obus avant qu'ils n'entrent dans le mécanisme. Jusqu'à la fin des années 1980, les cours à Fort Benning enseignaient encore des versions modifiées de la méthode de préhension inversée. Les instructeurs vétérans du Vietnam la transmettaient à la nouvelle génération. En 1993, un historien militaire étudiant les tactiques de la 4e division blindée découvrit des mentions de la méthode de chargement inversé dans des rapports de terrain.
Il retrouva Walter grâce au registre d'anciens combattants et l'interrogea. Walter confirma l'histoire, disant simplement « Ce n'était rien d'extraordinaire, juste quelque chose que j'ai trouvé quand mon épaule était blessée. » L'historien publia un article qualifiant cette invention de « l'une des innovations tactiques les plus importantes issues du front pendant la Seconde Guerre mondiale ». Il estima que la technique avait pu sauver entre 300 et 500 vies de tankistes américains rien qu'en Europe entre octobre 1944 et mai 1945. Cela n'incluait pas la Corée et le Vietnam, ni les décennies de formation qui suivirent. Walter mourut en 2004 à l'âge de 82 ans. Il fut enterré au Resurrection Cemetery de Clinton Township dans le Michigan. Son avis de décès mentionnait son service durant la Seconde Guerre mondiale, mais ne disait rien du fait qu'il avait changé la façon dont les chars américains combattaient. Ses 3 enfants assistèrent aux funérailles. 7 autres hommes étaient là aussi, tous vétérans, tous anciens chargeurs de chars. Ils avaient appris la technique auprès d'hommes qui l'avaient apprise auprès d'autres ayant servi avec Walter en France. Aucun d'eux ne l'avait jamais rencontré avant ce jour. Ils étaient venus parce qu'ils savaient ce qu'il leur avait donné. La méthode de chargement inversé resta la pratique standard pour les chargeurs de chars jusqu'à l'apparition des systèmes automatiques modernes. Et même après les équipages des M48 et M60 continuèrent à en utiliser des variantes au Vietnam et jusque dans les années 1970. Les derniers équipages américains à utiliser le chargement manuel furent ceux des premiers M1 Abrams, et même eux apprirent des versions modifiées de la méthode inversée durant leur formation jusqu'à ce que l'automatisation devienne la norme. Aujourd'hui, vous pouvez consulter le dossier militaire de Walter aux Archives nationales de College Park, dans le Maryland. Les documents n'y mentionnent aucune technique de chargement. Ils indiquent seulement son grade, son unité et ses dates de service, rien de plus. Mais si vous demandez les rapports opérationnels de la 4e division blindée pour septembre et octobre 1944, vous y trouverez de brèves références à des améliorations du temps de chargement et à une meilleure efficacité des équipages. Les rapports n'expliquent pas pourquoi. Ils notent seulement les résultats. Au musée des blindés de Fort Knox, dans le Kentucky, un M4 Sherman restauré est exposé. L'intérieur a été conservé exactement comme en 1944. La position du chargeur à droite de la tourelle est exiguë étroite, presque étouffante. Quand on se tient à la place de Walter, on comprend aussitôt pourquoi il s'était tourné dos à la culasse. Il n'y avait tout simplement pas la place de faire autrement. Le panneau du musée décrit les spécifications du Sherman épaisseur, du blindage calibre, du canon puissance du moteur. Il mentionne que les équipages américains développèrent des tactiques innovantes pour surmonter les désavantages du Sherman face aux blindés allemands. Mais il ne mentionne pas Walter Kowalski, ne mentionne pas la méthode de chargement inversé. Ne mentionne pas que parfois, les innovations les plus importantes naissent d'un mécanicien de 20 ans terrifié, essayant simplement de ne pas mourir. C'est ainsi que les guerres se gagnent, pas seulement par les généraux, les stratégies ou les équipements supérieurs, mais par des gens ordinaires prenant des décisions en une fraction de seconde sous le feu ennemi. Par des mécaniciens qui trouvent de meilleures façons de charger un obus. Par des soldats qui brisent les règles quand les règles ne fonctionnent plus. Walter Kowalski ne s'est jamais considéré comme un héros. C'était juste un gamin gaucher de Détroit, incapable d'utiliser son bras droit, qui dut trouver une autre manière de faire. Cette manière lui sauva la vie et en sauva des centaines d'autres. Si cette histoire vous a touché, autant que nous prenez un instant pour aimer cette vidéo. Cela nous aide à partager d'autres récits oubliés de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous pour découvrir ces histoires encore méconnues. Chacune compte chacune, mérite d'être rappelée. Et surtout, dites-nous d'où vous nous regardez. Notre communauté s'étend du Texas à la Tasmanie, des anciens combattants aux passionnés d'histoire.
Vous faites partie de quelque chose de spécial ici. Merci d'avoir regardé et merci de faire vivre ces histoires.